105 Cette personne la poigne de Ponce Bénet se resserra sans relâche, ses yeux injectés de sang et exorbités. S'il n'y avait pas eu le fait que Lumian ne pouvait pas parler ou que sa vision avait commencé à devenir noire, il l'aurait remercié. Soudain, une main est apparue de nulle part, saisissant les cheveux de Ponce Bénet à l'arrière de sa tête, essayant de l'arracher de force de Lumian. « Qu'est-ce que tu fous? Essayez-vous de le tuer? Avez-vous perdu la tête ?» Pierre Berry grogna d'une voix grave en intervenant, arrêtant Ponce Bénet. Mais Ponce Bénet n'a pas voulu écouter. Ses yeux cramoisis se fixèrent sur Lumian, son esprit consumé par la fureur et l'intention meurtrière. Tout ce à quoi il pensait, c'était tuer ce salaud. Waouh! Pierre Berry a levé la jambe droite et a frappé l'aine de Ponce Bénet avec sa chaussure en cuir toute neuve. Ponce Bénet lâcha prise par réflexe, agrippa son entrejambe, serra les cuisses l'une contre l'autre et s'effondra au sol. Il gémit involontairement, son visage déformé par l'agonie, comme un coq étranglé par le cou. Pierre Berry lui jeta un regard froid et dit « Une fois que vous aurez récupéré, amenez Lumian à l'hôtel. Le rituel est sur le point de commencer. » Il déplaça son regard, se penchant pour évaluer l'état de Lumian. Alors que les sens de Lumian revenaient et qu'il ouvrait lentement les yeux, il se redressa et hocha la tête. Sa vision qui s'assombrissait redevint claire, la douleur dans son cou devint plus apparente. Lumian fut découragé de constater que sa vue n'était pas celle du plafond familier de sa chambre mais celle du visage ensanglanté de Pierre Berry. « Suis-je toujours en vie ?» se demanda-t-il inconsciemment en tournant la tête et en repérant Ponce Bénet recroquevillé sur le sol. « Pathétique !» cracha Lumian avec mépris. « Si vous ne pouvez pas satisfaire les femmes et même pas tuer un homme, à quoi ça sert de vivre ?» Ponce Bénet sentit une vague de rage lui traverser la tête. Sans la douleur persistante à l'aine et l'œil vigilant de Pierre Berry, il aurait encore craqué. La maison de Lumian et Aurore était en ruine, il manquait plus de la moitié du toit. Ryan, Léa et Valentine se sont glissés sous la lune et la lumière des étoiles. Une fois qu'ils ont confirmé que la zone était dégagée, Ryan s'est tourné vers Léa et a dit « La situation de ce soir est pire que nous le pensions. Effectuez la divination. » Alors qu'ils voyageaient du village de Cordu jusqu'à la maison de Lumian, ils ont remarqué que chaque maison était vide. Ils n'avaient aucune idée de l'endroit où tout le monde était allé. C'était une anomalie choquante. Très bien. Léa hocha la tête. Avant de pouvoir sortir un stylo et du papier pour écrire une déclaration de divination, Ryan lui a rappelé « Soyez prudent. Choisissez soigneusement la direction de la divination. Ne l'essayez pas si cela vous semble trop risqué. » Compris. Léa connaissait bien ce domaine. Elle savait que Cordu était un endroit rempli de dangers et d'anomalies. Une erreur mineure dans le sens de la divination pourrait entraîner des blessures graves ou une perte de contrôle. Après quelques instants de contemplation, elle entra dans la chambre d'Aurore, désormais dépourvue de murs le long du couloir, et trouva un manuscrit qui lui servit de support. Alors que Léa écrivait la déclaration de divination, Ryan et Valentine entrèrent dans la chambre de Lumian où il dormait. La valise jaune brunâtre de Ryan était posée à côté du bureau près de la fenêtre, cachée par le rideau. Voyant que l'objet était toujours là, Ryan poussa un soupir de soulagement et dit à Valentine « Fais les préparatifs. » Pendant qu'il parlait, il a sorti la valise, l'a posée par terre et a défait la boucle métallique en forme de laiton. Valentine ouvrit légèrement les bras et des flammes dorées illusoires émergèrent du vide, illuminant la pièce. Avec Sunlight, Ryan a enfin osé ouvrir sa valise avec une expression grave. À l'intérieur, il n'y avait ni vêtements, ni livres, ni pièces de monnaie, juste un étrange épouvantail plié posé tranquillement. Les yeux de l'épouvantail étaient recouverts d'épaisses bandes de tissu noir. Son visage, son cou, ses paumes, ses pieds et ses mollets étaient faits de paille vert brunâtre, mais ses bras, sa poitrine et ses cuisses étaient recouverts d'une véritable peau légèrement blanc pâle. Il s'agissait d'un objet mystique que l'équipe conjointe d'enquête avait acquis auprès du diocèse de Riston de l'église Eternal Blazing Sun avant leur départ. Les équipes de leur niveau pourraient demander des artefacts scellés pour gérer les anomalies. Ryan ferma les yeux et des informations sur l'objet mystique devant lui surgir naturellement dans son esprit. Numéro 2, nom, Tanago épouvantail. Degré de danger, 2 dangereux. À utiliser avec soin et modération. Il ne peut être appliqué que pour des opérations qui nécessitent 3 personnes ou plus. L'habilitation de sécurité nécessite un évêque diocésain. Classification de sécurité, évêque, capitaine d'équipe ou supérieur. Description. Cet épouvantail a été découvert pour la première fois dans la région de Tanago, dans la province de Riston, près des vestiges d'un village anéanti par un rituel de culte. 2 purificateurs, 10 policiers et 76 agriculteurs ont disparu après être passés par la ferme où l'épouvantail était placé, pour ne plus jamais être revus. La recherche suggère que ceux qui pénètrent dans un rayon de 30 mètres de l'épouvantail et croisent les yeux avec lui perdront conscience d'eux-mêmes et seront attirés vers lui de manière incontrôlable. En quelques instants, ils disparaissent, ne laissant derrière eux que leurs biens et leurs vêtements. Au zénith de la lumière du soleil, l'épouvantail perd son pouvoir. Le toucher ou croiser son regard n'a aucun effet. Un agriculteur d'un village voisin affirme que l'épouvantail était autrefois ordinaire, impossible à distinguer des autres jusqu'à ce que les terres agricoles du village qu'il protégeait soient décimées. À chaque disparition,
De la chair et de la peau apparaissent sur une petite partie de l'épouvantail. Sa transformation ultime reste un mystère, mais la renaissance semble une issue probable. L'épouvantail montre déjà des signes de vie, se déplaçant la nuit et tentant de se libérer de son confinement. Méthode de scellement. Bandez-le sur les yeux avec un tissu noir épais et enfermez-le dans un espace confiné et sombre. Processus d'utilisation. Retirez l'épouvantail uniquement sous la lumière du soleil et détachez le tissu noir de ses yeux. Annexe 1. Évitez à tout prix son regard. Même sous la protection du soleil, vous risquez de subir des cauchemars durables et une débilité mentale. 2. Limitez l'interaction avec l'épouvantail à pas plus de 2 minutes par session. Une utilisation excessive intensifie sa détermination à s'échapper et à résister. 3. Avertissement. Scellez définitivement l'épouvantail avant qu'il n'acquiert suffisamment de chair. Alors que Ryan et Valentine enquêtaient sur la perte ou la fuite possible de l'artefact scellé, Léa entra dans un état de divination onirique. Murmurant l'incantation divinatoire pour localiser Aurore, elle s'assit à son bureau, s'inclina sur sa chaise, ferma les yeux et s'endormit rapidement. Guidée par ses 4 clochettes d'argent, Léa aperçut Aurore, vêtue d'une simple robe blanche, dans un monde surréaliste et déformé. Elle reconnut un hôtel, des villageois à proximité, ainsi que les vitraux lointains et les murs dorés d'une cathédrale. Les yeux de Léa s'ouvrirent brusquement et elle sortit en courant de la pièce. À bout de souffle, elle informa Ryan et Valentine. Ils sont tous à la cathédrale, en train d'effectuer un rituel. À l'intérieur de la cathédrale de l'Éternel Soleil de flamboyant, Ponce Benet porta Lumion déçu vers l'autel orné de lilas et de tulipes. Pierre Berry, aux aguets, les accompagnait. Jetant un coup d'œil à sa sœur Aurore, les yeux vides, Lumion se tourna vers Pierre Berry et ricana. Tu n'es qu'un lâche et un déchet. Le berger lui lança un regard mais resta silencieux, son expression inchangée. Sans se décourager, Lumion continua en souriant. Votre femme est morte de maladie, mais vous n'avez rien fait. Vous avez simplement mis votre foi en un dieu malveillant. N'est-elle pas morte parce que le propriétaire de l'usine l'a surmenée et ne l'a presque rien payé? Si j'étais vous, j'aurais traqué ce patron et pendu toute sa famille à la cheminée de l'usine. Mais vous ne l'avez pas fait. Vous aviez trop peur. Peur que vous mouriez aussi. Poubelle, lâche. Tandis que Lumion étudiait les réactions subtiles de Pierre Berry, il ajouta sournoisement provocation à ces derniers mots. L'expression de Pierre Berry se tordit. Son doux regard se transforma lentement en un regard menaçant, comme si un seau caché avait été brisé, libérant le démon intérieur. Le père Guillaume Benet, à l'hôtel, aboyait sévèrement. « Contrôlez-vous ». Pierre Berry frémit et reprit ses esprits. En représailles, il arracha un morceau de tissu de sa tenue en lambeaux, le froissa en boule et le fourra dans la bouche de Lumion. Putain! Lumion lutta farouchement, mais en vain. Il n'arrêtait pas de jurer et d'ajouter de la provocation, mais le temps jouait contre lui. Sa bouche était complètement bâillonnée par le tissu et il ne pouvait plus parler. La panique et le désespoir envahirent le cœur de Lumion, menaçant de le submerger. Il a désespérément maîtrisé ses émotions, écartant toute pensée d'abandon. Porté à l'autel, l'esprit de Lumion s'emballait, cherchant d'autres moyens de mettre fin à ses jours. Bientôt, il fut présenté devant le padré, l'énorme symbole d'épine noire le séparant d'Aurore. Guillaume Benet fit signe à Pierre Berry d'aider Lumion à se relever, puis scruta le visage du jeune homme et sourit. Tu es plus dur que je ne le pensais, mais tu manques toujours. Le monde est si dur qu'un homme doit avoir 2 pères pour s'occuper de lui, et pourtant il n'en a pas. Personne pour t'enseigner les chemins de la vie. Le monde est si dur qu'un homme doit avoir 2 pères pour s'occuper de lui, était un dicton populaire à Inti. Il faisait référence à la fois à un père biologique et à un père sociétal, souvent appelé parrain. C'est pourquoi les habitants d'Inti reconnaissaient souvent des parrains et des marraines. Le père a raillé Lumion parce qu'il était orphelin, sans parrain ni père. En réponse, Lumion aurait souhaité pouvoir répliquer, se moquant du père à propos du fait que son propre enfant avait 3, non, 4 pères, le père lui-même, son parrain, l'amant de sa mère. Si le bâillon n'avait pas tenu, Lumion aurait certainement nargué le père suffisamment pour lui faire perdre la tête, le tuant sur le coup. Malheureusement, il n'a rien pu dire. Devrions-nous commencer le rituel maintenant? Pierre Berry s'est renseigné auprès de Guillaume Benet. Le père secoua la tête. Attendons encore un peu. Pourquoi? Demanda Pierre Berry, perplexe. Le padré n'a offert aucune réponse, mais Lumion était déjà en train d'élaborer un nouveau plan de suicide. Soudain, l'inspiration m'a frappé. Entrez dans un état de cogitation profond et soumettez-vous à l'examen minutieux des 2 entités. Avec impatience, il recherchait la voie énigmatique et horrifiante, dans l'espoir de provoquer sa propre dépression et sa perte de contrôle. Lumion jeta un coup d'œil à Aurore, le visage vide et les yeux vides, mais autrement inchangé. Il ferma les yeux. Tout d'abord, il a imaginé le soleil cramoisi. Une fois calmé, il le transforma en or borné d'yeux et d'une croix. Silencieusement, Lumion revit le léger brouillard gris une fois de plus. Il a vu le chaos des couleurs qui se chevauchent et des choses indescriptibles et inexistantes. Pourtant, cette fois, il n'a pas senti le regard d'une entité tapie dans le brouillard ou surplombant les hauteurs. Pourquoi est-ce différent?
Les yeux de Lumian s'ouvrirent brusquement de surprise. Juste à ce moment-là, une silhouette entra par les portes de la cathédrale. Vêtu d'une robe noire et d'une large capuche, le visage de l'homme était obscurci par les ombres. Il était grand, mesurant environ 1,8 mètres. Alors que la silhouette mystérieuse s'approchait de l'autel, le prêtre s'écarta avec déférence, son attitude humble et respectueuse. Qui est-ce? Celui derrière le père? Lumian perplexe, regardant de plus près. Plus il étudiait l'homme, plus il lui semblait familier, comme si Lumian l'avait déjà rencontré. Soudain, ça cliquait. C'était la silhouette qui se cachait dans le coin de la tombe du sorcier. L'homme en robe noire monta sur l'autel et se tint devant Lumian. Se penchant légèrement en avant, il réprima un petit rire. Avez-vous réalisé que la cogitation est inutile? Quoi? Comment le sait-il? Lumian le regarda, choqué et déconcerté. À cette proximité, même avec la capuche cachant ses traits, Lumian pouvait discerner le visage de l'homme en robe noire. C'était un jeune homme à la fin de l'adolescence, ses membres longs et maigres, ses cheveux courts et noirs de jais, ses yeux bleus clairs et ses traits nettement ciselés. Il était incroyablement beau. Quoi? Le regard de Lumian se fixa sur l'homme. Il ne connaissait que trop bien ce visage. Il le voyait tous les jours en se regardant dans le miroir. C'était lui-même.